en regardant ça, à peu près comme ça, mais en plus vrai, pas en dessin mais en vrai, deux choses. J'ai compris que j'avais envie que cette histoire existe, donc que j'avais envie d'en faire un film. Et puis surtout, en regardant l'image, j'ai compris en 2-3 minutes, pas le gros, enfin, une grosse partie de l'histoire. Je vais prendre mon truc là, voilà. Un garçon, une fille. Donc j'ai tout de suite compris que voilà, que c'était une histoire d'amour. Et puis bon, bien sûr, la double gravité, c'est-à-dire que voilà, un monde où finalement il y a une planète au-dessus de l'autre, avec une double gravité, parce que de toute évidence, elle n'est pas attirée par la gravité de ce monde-là, et vice-versa. Donc bon, bah voilà, en fait, c'est l'après-midi même du matin où j'ai eu l'idée, je me suis mise à écrire l'histoire. Alors, moi, je suis argentin, donc je suis né à Buenos Aires. Je suis arrivé à Paris, j'avais 10 ans. J'ai aussi compris, évidemment, que ce dispositif-là allait me permettre aussi de parler, je sais pas, du Nord, du Sud et de plein de choses, mais d'une façon très poétique. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, vraiment. C'est le kit de cette image qui avait une force visuelle géniale, donc ça c'était sûr, pas de problème, mais c'est pas assez en fait faire des belles images, et donc que derrière ça j'avais une belle histoire d'amour à raconter, et puis parler du monde, de la réalité qu'on vit qui est très compliquée, et j'aime bien en parler d'une façon poétique, allégorique, à rajouter plein de sens. Donc voilà, je me suis mise à écrire. Donc j'ai passé, je sais pas, 2 ou 3 mois à écrire une première version du scénario, et en parallèle à l'écriture, on va dire la même première semaine où j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait tourner ça. Alors moi j'étais 20 ans chef opérateur, donc je connais très bien la réalité d'une caméra et d'un plateau, et donc je connaissais parfaitement le fait que on n'avait pas un moyen normal pour tourner un film à double gravité. Et alors le truc est que je ne supporte pas les films où on devine la balle de ping-pong ou de tennis qui est à la place du monstre ou de quelque chose de très important que le comédien regarde, mais on voit bien que finalement il ne regarde pas vraiment ça. Et que surtout il joue au minimum de ce qu'il peut, parce que jouer, c'est réagir, c'est interagir avec l'autre, et quand on a une balle de tennis, c'est pas génial, quoi. Donc vraiment en parallèle à l'écriture, je me suis mis comme priorité d'essayer de trouver une solution théorique, en tout cas, à comment pouvoir tourner le film en live. C'est-à-dire que moi, je voulais pouvoir tourner avec 2 acteurs, chacun dans sa gravité, qui jouent en temps réel ensemble, pour qu'ils puissent improviser, qu'ils puissent être libres, comme dans un vrai film, j'allais dire, comme dans une vraie réalité, même si celle-là elle est infaisable. Et donc, alors je vais vous montrer une autre image maintenant. Je vais changer d'image. Voilà. Donc moi je suis totalement handicapé de mes mains, donc je ne sais pas dessiner du tout. Et du coup, des fois j'utilise un petit soft de 3D qui est fait pour les réalisateurs et les chefs opérateurs, et qui permet de... En fait, il y a une bibliothèque avec plein d'objets. Donc c'est très facile, en quelques clics, on crée un truc. Donc ça date de la première semaine où j'ai eu l'idée. Hein, et donc vous voyez, voilà. Oh bah si, je vais laisser défiler comme ça. Donc en fait, j'ai ouvert mon petit soft, et puis j'ai commencé à faire quelques images juste pour moi avoir un feeling de ok, je les vois dans ma tête, mais enfin c'est pas pareil de les voir en vrai, même si c'est pathétiquement mauvais, mais c'était une façon de juste valider un langage visuel, hein, que voilà, qu'ils puissent se regarder, tac, se parler, voilà. Oui, ça c'est très sexy, mais bon, elle venait comme ça, hein, justement, c'est le soft, il a des options, bah voilà. On avait besoin d'argent, donc je me suis dit que peut-être je pouvais faire une version pour financer, mais bon, finalement ça, on n'a pas eu besoin.
Donc voilà, par exemple, deux acteurs qui se regardent. Et donc après, j'avais comme vous avez vu dans la bande-annonce, cette espèce de bureau un peu dingue. Et donc pareil, je l'ai fait en même temps que l'autre, j'ai fait ça, juste pour voir comment... Ah ouais, non, c'est à l'envers, pardon. Hop, 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 hop. Voilà. Donc juste pour voir comment ça pouvait marcher. Et bon, j'ai trouvé que ça allait marcher super bien, donc j'ai eu aucun doute. Donc ça m'a totalement libéré et j'en ai pas fait plus. Donc voilà, ces quelques images datent de la même semaine où j'ai eu l'idée. Et comme j'ai vu que ça marchait, c'est même ces images-là que j'ai montrées au producteur quelques mois plus tard quand je leur ai parlé de l'idée et tout. J'avais pas l'illustration des deux montagnes, hein, j'avais que ça. Et donc voilà, donc bon, j'ai commencé à réfléchir à comment trouver une façon de tourner le film, et après petit à petit je vous raconterai en fait l'idée théorique et comment on a pu la mettre en place. Donc après bon bah voilà, on écrit une version du scénario, surtout sur un film comme celui-là, tellement visuellement fertile, on peut avoir 10 000 milliards d'idées à la seconde sur des trucs à faire ludiques avec la double gravité. J'avais même à un moment donné fait une partie de water polo avec deux eaux, avec 1 mètre d'écart entre les eaux, enfin bon bref. Et puis donc ça c'est une première version du scénario ou une deuxième version qui est très baroque. Et après comme le film on est indépendant, ça veut dire le film on le finance par des préventes et puis c'est tout. C'était évident que de manière générale, de toute façon, plus un film est cher, plus c'est galère à trouver l'argent, puis il y a plein de problèmes annexes qui n'ont rien à voir avec la réalité artistique, en tout cas de faire un bon film ou pas. Et donc voilà, donc après on va dire une première passe d'imagination sans limite, on fait une deuxième passe en essayant de se focaliser sur les choses importantes de l'histoire, et que peut-être que la partie de water polo à double gravité n'était pas essentielle à l'histoire, mais qu'elle coûte peut-être 5 millions de dollars à réaliser, donc c'est totalement con. Donc voilà, donc on fait une version plus mature, en gardant que les trucs les mieux du scénario. Et puis après, voilà, on essaye de mettre un chiffre, et on a peur. Et une fois qu'on s'est dit qu'on avait quelque chose de... C'est totalement déraisonnable de vouloir faire ce film de toute façon, mais en tout cas on s'est dit qu'on arrivait à quelque chose qui peut-être allait pouvoir marcher. Du coup j'ai passé, je sais pas, 3-4 mois à faire tout le storyboard du film. Donc ça c'était il y a, je sais pas, 4 ans peut-être, ou 3 ans et demi, ou 4 ans, ouais. Donc on fait tout le storyboard du film, et ce qui est marrant, c'est pour ça que je vais vous montrer une première séquence. C'est marrant de voir que ce storyboard qui est fait en amont de tout, le film il n'est pas en production, il y a juste un storyboarder génial, moi et puis la production en X, et finalement vous allez voir la séquence finale et le petit storyboard 3 francs 6 sous, finalement on n'est pas trop loin quand même, quoi. C'est intéressant parce que l'une des choses en tout cas que moi j'ai appris et que je confirme de plus en plus, c'est que c'est le travail en amont le truc le plus important pour faire un film en général. Et plus le film est compliqué, plus on a intérêt à faire une préparation de dingue en amont, parce que finalement cette préparation elle coûte rien. Et qu'après il n'y a plus le temps. Et du coup après il n'y a plus le temps pour trouver les solutions, il n'y a juste plus le temps. Et là c'est galère. Alors juste avant de vous montrer l'extrait, je vais vous montrer, on a fait faire, pareil, quand on avait le scénar un peu bien, quand on a commencé à faire lire le scénar à des partenaires, on a fait faire, toujours par Alex de Broca, quelques illustrations, d'autres illustrations. Alors certaines scènes sont dans le film, d'autres ne sont plus dans le film, mais je vais vous montrer comme ça quelques illustrations de scènes qui étaient issues du film, toutes, et après bon, je les ai tournées au pas avec la réalité du budget, etc. Mais vous allez voir. C'est avec ça concrètement, et avec moi, avec mon meilleur sourire, qu'on a été chercher l'argent. Voilà.
Voilà, il est là, notre héros malheureux, il est là, sous le pont, le pauvre. Alors ça, c'est un coucher du soleil avec une double mer. Alors ça, c'est une scène que malheureusement, je n'ai pas pu tourner, mais que j'adorais. C'était une femme de ménage du monde du bas qui faisait le ménage dans un appartement riche du monde du haut. Mais elle galérait, la pauvre, voilà, parce que c'est pas pratique. Vraiment, j'adorais la scène. Bon, ça non plus, c'est pas dans le film, mais bon, c'est un supermarché à double gravité. Là, c'est notre héros dans le monde du bas, voilà, un peu dépressif. Voilà. Donc c'est vraiment avec ça, et pas plus que ça, et le scénario, et oui, il y a encore un petit truc, voilà, j'oublie des choses. Encore un petit truc, je vais vous montrer encore un petit truc, c'est où? Tac, 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 voilà. Ça va être là. Voilà. Et j'ai commencé à faire tout seul, pareil, un peu plus sophistiqué, on va dire, que mon petit sort de 3D un peu carte postale. J'ai commencé à faire mais deux scènes, hein, enfin deux plans concrètement, que je vais vous montrer un plan là, ou deux je crois. Et c'est tout, j'en ai pas fait plus, mais avec ça, et pour moi, et puis pour montrer aux gens, ça suffit pour... donc là, vous allez voir... Donc ça pareil, hein, c'était fait il y a 3-4 ans. En fait, dans le film, il y a un smoking room où, un peu en cachette, les personnages des deux mondes opposés peuvent se voir et éventuellement traficoter quelque chose. Donc là, ils échangent quelque chose. Mais bon, ça coûte rien à faire, encore une fois. C'est moi chez moi. Et en même temps, on voit bien ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Et on rentre une phase de pré-production, puis après prépa. Concrètement, je suis parti avec ma femme et nos deux enfants vivre 2 ans et demi au Canada, à Montréal. D'ailleurs, ça, c'est un vestige de là-bas. C'est super. Donc, quand on rend... Bon, alors, après, on essaie d'optimiser l'argent qu'on a, parce qu'encore une fois, on est indépendant, donc c'est vraiment tout un pari fou d'essayer de le faire. Donc, on va au Canada parce qu'il y a des tax shelters, donc des aides gouvernementales pour aller tourner là-bas. Et donc là, on commence la prépa. Et puis c'est dans la prépa où finalement, je dirais qu'on rentre dans le vif du sujet et dans la partie douloureuse du sujet aussi, du coup réel, parce que un film comme ça, finalement, tant qu'on ne commence pas à le préparer, on ne sait pas comment il écoute, c'est la vérité. Je veux dire, on peut avoir des intuitions, des machins, mais nous, ça se résumait à, c'est un ramener à. C'est ok, en principe ça coûte ça, mais on n'a que ça. Comment on fait pour qu'on ne fasse qu'avec ça? Ce qui était compliqué parce que c'était pas évident justement de dire aux gens oui c'est un gros film, mais il faudrait le double ou un peu plus du double pour le faire normalement. Donc c'est un mélange d'un peu court métrage tout en faisant une énorme machine. Donc c'était un peu compliqué à faire comprendre ça. Mais donc l'une des armes, des outils les plus géniaux que j'ai eu pour faire ça, c'était justement la prévise. Donc c'est faire des prévisualisations 3D. Alors pour moi la technologie en fait c'est génial si on l'utilise créativement et puis c'est nul si on est esclave de ça. Bon, donc moi c'est clair que je l'utilise pour être créatif et pour trouver des solutions créatives justement. Mais du coup c'est un outil fantastique. Donc pour trouver des solutions, et bon le film on l'a tourné en 54 jours, ce qui est totalement rock'n'roll absolu pour faire ce film. Donc du coup il fallait vraiment qu'on élimine toute marge de manœuvre, c'est-à-dire que tout a été fait sans filet.
et les plans à tourner. Et alors le chef déco, c'est un mec génial, Alex McDowell, c'est le mec qui a fait Minority Report, Fight Club, Charlie et la chocolaterie, enfin c'est un monstre. Et le mec justement il était totalement dans le même trip que moi, c'est utiliser au maximum la technologie, et c'est vrai que depuis quelques années, là ça commence à être mature, ces outils-là, c'est un peu comme Pro Tools pour les musiciens il y a 15-20 ans. Donc du coup, ce qu'on faisait avec Alex, et pour être créatif, mais aussi pour réduire le coût au maximum, c'est que Alex m'envoyait des... on parlait du décor, j'avais mes storyboards, j'avais des idées très précises, machin, donc il modélisait, parce qu'évidemment, un décor qu'on construit, tant qu'on ne l'a pas construit, on ne peut pas le voir, par définition. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'il me l'envoyait en 3D, donc un petit fichier que j'ouvrais dans mon Mac, enfin, démarrer comme PC, bon, peu importe, que j'ouvrais, et du coup je faisais un repérage comme si j'étais dans cette salle. On rentre voir la salle, voir si c'est le feeling qu'on veut pour tourner une scène dans une salle de cinéma. Là je repérais virtuellement. J'avais mes optiques, on les avait émulées, donc j'avais exactement la série d'optiques que j'allais utiliser, donc je pouvais vraiment mettre mon optique et regarder. Et du coup Alex, il me faisait, après je vais vous montrer, mais il me faisait par exemple sur un file 3D, il y avait une ligne rouge, par exemple, qui me mettait, il me disait, voilà, Juan, chaque mètre au-dessus de la ligne rouge, c'est 10 000 $ de plus. Non, mais c'était bien, parce que justement, si tu en as besoin, c'est bien, si tu en as besoin, c'est con. Parce que tout d'un coup, 5 mètres de trop, 50 000, 10 fois 50 000, c'est 8 millions d'économiser. Donc du coup, en fait, comme ça, on pouvait totalement optimiser ce qu'on allait construire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un mètre construit qui n'a pas été tourné. Et des fois, j'étais sûr, parce que j'avais repéré, j'avais commencé à faire des prévises, que vous allez voir maintenant, j'étais sûr que j'avais pas besoin du mur derrière. Donc c'est vrai, pourquoi le construire? Mais si on n'a pas ça, c'est compliqué de prendre la décision de dire non, non, t'en fais pas, je tourne avec ces deux murs-là, ça va aller. On sait pas, on croit que ça va aller, mais c'est pas évident quand même. Et quand on veut enlever tous les filets, et voilà, on se jette dans le vide, on a intérêt que ce soit béton le vide. Donc je vais vous montrer maintenant une première séquence. Vous allez voir... je vous montre la séquence, et après je vous montre... bon, qu'est-ce que vous préférez? Voir la séquence finie, ou voir la séquence par étape et après finie? Par étape. Ok. Ok. Je m'excuse. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir si c'est ça. Et alors c'est la séquence qui démarre dans le décor de l'idée des montagnes. Donc voilà, c'est parti. Donc ça c'est la prévise. Ça c'est ce que j'ai shooté. Et voilà. Let's say sunshine for everyone, but as far as I can remember. I've been waiting ages for you! Our neighbors got robbed. They're saying it was a thief from down below. There's hunters with guns and border patrol trucks. Are you serious? Don't make that face. I made it here, right? Well, look, as long as you're okay. We will sail Hey, look, I'll throw it up! live together, All right, ready? All right, Adam. live together. Are you tied on? I'm good. Yeah? Okay, I'm pulling now.
pense que c'est pas la peine de voir parce que je vais pas envoyer le truc final, donc je pense que c'est pas la peine que je vous montre la séquence sans les trucs. Et donc maintenant voilà, alors là il y avait le plan large qui était tourné avec cette technologie que je vais vous raconter, et puis après je vais vous montrer une deuxième séquence où on voit que ça, enfin où tout a été fait comme ça. Donc la fameuse technologie, voilà, j'ai eu l'idée théorique pendant l'écriture au début, et je l'ai appelée Master Slave, parce que justement je voulais que la technologie soit asservie, on va dire, à nous et pas le contraire, ce qui arrive souvent. Donc moi ce que je voulais c'était simple, sur une scène à double gravité, on va dire avec un personnage qui marche au plafond puis l'autre par terre, je me suis dit on va construire deux demi-sets côte à côte, hein, donc vraiment, je vais vous montrer des images après, vraiment côte à côte, et dans l'un des deux demi-sets on va mettre un travelling avec une dolly normale, une caméra, un machinot qui pousse la dolly. Et puis tout ça est encodé par des petits capteurs. Alors ces capteurs envoient cette data à un ordinateur qui connaît la géométrie de la scène, et donc qui va placer la caméra dans la géométrie de la scène, dans l'espace 3D de la scène. Et du coup, parce qu'il place la caméra réelle dans l'espace 3D de la scène, il peut donner l'ordre à un robot dans l'autre moitié du décor de faire le même mouvement en temps réel. Donc c'était assez magique. Je peux vous montrer, quand je vous montrer, parce que c'est assez délirant, je vais vous montrer un truc juste avant de... où est-ce que j'ai ça? Voilà. C'est assez dingue. Regardez. Donc là, en fait, c'est la caméra, une tête, une dolly, vraiment assez pourrie d'ailleurs. Hein. C'était vraiment pas de l'high-tech, là, ce qu'on avait comme tête et tout. Et là derrière, c'est le robot qui est concrètement un motion control Milo. Donc vous allez voir là, ça c'était le premier essai, le premier jour du premier essai. Ouais, regardez, tout le monde va jouer là. Et là, vous êtes, hop, on bouge le chariot. Par contre, il faut faire gaffe, c'est pas derrière les deux. Ouais. Wow. So Mark, what? Enfin voilà, c'est pas plus intéressant que ça, mais c'est assez impressionnant. Ça pèse 2 tonnes, c'est assez impressionnant comme truc. Non, et en fait, moi je savais qu'en théorie ça marchait, mais le vrai, ah voilà ma souris, le vrai problème c'était est-ce qu'on peut le faire en temps réel, parce qu'évidemment si le robot exécute le mouvement avec du décalage, on ne peut plus monter la scène, on n'est pas synchro. Donc c'était ça le truc. Et donc on a été voir 3 compagnies, une américaine, une canadienne et une européenne, et puis ils nous ont tous dit qu'ils n'avaient jamais fait ça, que ça s'était jamais fait, mais que c'était very challenging, ils disaient tous en fait comme ça, mais qu'ils pensaient que c'était éventuellement possible. Et c'est sur ça qu'on s'est lancé. Donc du coup c'est génial parce que les comédiens ils jouent en temps réel, et donc on plaçait à la place de la tête du comédien, imaginez que moi je parle à quelqu'un qui est censé être là, juste là on mettait un téléprompteur du coup, où avec le gros plan de la caméra qui tourne derrière un téléprompteur. En fait il y a une caméra derrière une vitre demi-teinte, donc en fait il se regardait dans les yeux, c'est-à-dire que
Bon, voilà. Et maintenant, vous allez voir la scène, donc avec la prévise. Et en fait, ce qui est important des prévises, parce que là, vous allez voir, ah là là, elles ressemblent beaucoup et tout. Le truc, c'est que pour moi, l'un des meilleurs moments que j'ai eu en train de faire le film, c'était tellement stressant, tellement mission impossible tous les jours, enfin, c'était vraiment dur. C'était quand je faisais les prévises. Je les faisais chez moi le soir, avec un bon verre de vin. Et puis, du coup, j'étais relax. Et vraiment, je pouvais essayer toutes les positions de caméra que je voulais. Je pouvais essayer de retrouver une sensualité du plan. Voilà, un feeling vraiment du plan. Mais quand on fait les prévises, c'est pas pour faire exactement la prévise. C'est pas ça. C'est juste... le jour du tournage, c'est la guerre. On a le temps de rien essayer. On fait. Donc du coup, on essaye tout avant dans une prévise. On essaye tout. Toutes les positions, tous les trucs, tous les fantasmes, tout. Et après, le jour du tournage, faut jamais oublier qu'on a des comédiens qui peuvent proposer un truc génial et que la prévise, il n'y a pas un comédien intégré qui vous propose un truc génial. Donc après, de toute façon, on s'adapte pour tirer le mieux de tout le monde. Mais le fait d'avoir prévisualisé sa séquence et tout, on connaît les pièges, on connaît les angles sexy du décor, parce que ça, on les connaît. Donc ça permet vraiment d'aborder la guerre du tournage, c'est vraiment la guerre de la meilleure des façons. Donc là vous allez voir pareil un peu d'image finale, prévise et puis réalité de ce qu'on a shooté en fait. Et quand vous allez voir la réalité de ce qu'on a shooté, il faut comprendre que c'est ça qu'on cadrait en temps réel. Chaque fois que vous allez voir des trucs en haut et en bas, c'était Master Slave. C'est-à-dire que exactement ça, on le cadrait, on le voyait. Et ce qui était super cool de cette technologie, c'est que chaque prise après, elle était forcément unique, mais enregistrée dans l'ordinateur. Donc après, quand vous voyez les plans où il y a 10 000 cubicles derrière, bah du coup, avec l'ordinateur, quand on choisissait la bonne prise, on pouvait calculer des mouvements complémentaires virtuels en reculant la caméra, en changeant de comédien, d'extra les cubicles. On pouvait faire 10 prises complémentaires pour complémenter derrière la perspective. Alors qu'on n'avait pas 300, ni 500, ni 1000 personnes. En fait, on a calculé qu'il y avait 10 000 personnes sur le truc là. Donc bon, donc c'est parti. Alors juste une question, on a combien de temps? Parce que là il est 7 heures, pour savoir si on commence à poser des questions, je continue encore un peu. Comment? Encore 10 minutes, je peux parler encore 10 minutes. Et après on fait des questions. Ok. Ok. Donc maintenant je vais vous montrer un truc un peu ridicule, mais parce qu'on est entre amis, je vous montre. C'est moi, tout seul, qui fais des dialogues. Donc c'est que pour moi. Donc ça, personne n'est censé le voir. C'est une prévise, donc une scène entière que j'ai prévisualisée, toujours chez moi, tard la nuit, avec mon verre de vin. Et je me faisais les dialogues pour avoir un feeling, encore une fois. Et après, en fait, il faut savoir, c'était des casse-têtes
parce que dans la réalité du tournage, installer les deux demi-décors, installer la caméra analogique et le robot calé au dixième de millimètre près, ça prenait 12 heures. Donc concrètement, il n'était pas question de bouger la caméra pendant la journée de tournage. Donc moi, il fallait que je puisse, comment dire, analyser la scène, faire tout d'abord tous les shots que j'ai envie, au mieux, et après trouver des positions de rail qui me permettent de faire un max de ces shots-là, ou peut-être faire un petit compromis sur un shot, mais c'est pas si mal, et je peux quand même le faire sans bouger la caméra. Vu que mon intérêt, c'est d'avoir un maximum de temps de tournage, et pas un maximum de temps d'install. Donc je vais vous montrer voilà, un truc, je ne l'ai même pas vu, hein. Donc je sais que je vais avoir honte. Et en plus, il y a 3 ans, je ne parlais pas anglais. Ça, c'était il y a 2 ans, je parlais un peu, mais bon, c'était pas le top. Bon, on va voir. Et là, vous allez voir, dans la prévise même, on voit le rail, justement, parce que c'était aussi pour voir mes positions de rail et tout. Donc, vous allez voir. Come in, Mr. Kirk. This anti-aging cream idea Ça, c'est pas moi. seems to be quite promising. Your application has been approved, but it is strictly on a trial basis, you understand. These positions are heavily prized and quite coveted. And they're utterly unheard of for someone from your side. That's why I wanted to meet with you personally. Have a seat, please. Fasten your seatbelt, Mr. Kirk. Ça, c'est une répète avec les comédiens chez moi. J'avais enregistré l'audio, du coup, je l'ai utilisé. Yeah, I just wondered if it's so unheard of while what all these other people on my side actually do. They are merely adapters. They're adapting our products to your world. You, on the other hand, have a real opportunity here. Company policy doesn't normally allow for someone such from down below to hold such an important job, but... Enfin bon, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est totalement virtuel, c'est chez moi. Mais sur ce, on peut vraiment se dire, ok, pour faire cette scène-là, j'ai besoin de faire, je sais pas, 10 plans. Avec 10 plans, je m'en sors. Ça tombe bien, j'ai qu'un jour de tournage, donc ok, voilà. Donc bon, et donc quand on fait ça, une fois que j'ai fait ça, et que je lock le truc, alors pour le coup, il faut que je trouve ça. Mince, une seconde. Tic. Ah, c'est ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, on fait pour le coup, c'est des effets spéciaux qui font un dépouillement technique. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, alors évidemment, les studios n'étaient pas assez grands parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc à chaque fois, la caméra, je la plaçais au bord du mur du gouffre. Donc voilà. Donc là, on voit en fait les deux. Regardez, attendez, tac. J'essaie de... Voilà. Arrête là, arrête-toi là. Est-ce que ça va arrêter? Ouais. Ok, donc là, ça c'est notre plateau. Okay, donc on avait, en fait, on avait construit un long par terre. D'un côté, on avait lui. Ici, on avait la chaise avec Adam. Donc ils étaient vraiment côte à côte. Au-dessus d'eux, il y avait le téléprompteur. Hein, donc ça donnait ça, hein, pour chacun d'eux. Et le compositing des deux faisait ça. Et nous, quand on cadrait, on avait ça en temps réel. Donc il n'y avait pas qu'un fond vert, on avait mis 8 cubicles derrière, donc on avait quand même un peu d'être humain ici derrière. Puis après du vert, évidemment, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est mon rail analogique, on pouvait faire ce qu'on voulait, monter, descendre, pousser avant, arrière, et puis là on avait le robot. Il fallait 15 jours minimum entre le moment où moi j'avais locké les positions de caméra de rail pour qu'il fasse
vraiment ce dépouillement, parce que de ce dépouillement sortaient des mesures au dixième de millimètre au laser pour qu'après une équipe de nuit installe à chaque fois le monstre à la bonne place. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et maintenant, dernier truc, parce que voilà, c'est super sympa, et après on passe aux questions. Moi je voulais vraiment que la première fois qu'on voit le personnage changer de gravité, il le fasse en vrai. En vrai. Rien à foutre, en vrai. Et je suis un amoureux de Fred Astaire. Et en fait, je sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu, il y a un film où, je voulais le nom du film là, il y a un film où Fred Astaire danse, et il fait le tour de la chambre au plafond et revient. C'est magique, c'est incroyable. Et je voulais faire ça, voilà. Et donc on l'a fait. Donc je vais vous montrer, là vous allez voir en fait, c'est un extrait du making-of en fait du film. Attends, je mets juste quand il tourne, parce que regardez bien, c'est assez bon, sympa. En fait, la caméra, elle est attachée au décor, elle est 100% solidaire du décor. Et par contre, l'acteur flippait vraiment à mort. C'était vrai, hein, c'était tout un truc, parce que quand il a fait une répète... Ah oui, je peux vous montrer autre chose pour ça. Il avait glissé, et donc il s'était pas fait mal, mais enfin, il avait vu un danger, du coup, c'était la hantise totale. Donc on a repoussé ça vers la dernière semaine de tournage, tellement il ne voulait pas y aller. Et bon, voilà. Et du coup, on a mis juste derrière son dos, dans le décor, on voit des bandes noires, et en fait, on a mis du caoutchouc pour qu'avec son dos, il ne puisse pas glisser. Parce qu'en fait, concrètement, comme le décor se retourne, c'est lui qui, par sa gravité, va se retourner, tout simplement. Et il va glisser sur son dos. Et sans ce caoutchouc, justement, au lieu de se retourner, il avait glissé et cogné en bas. Donc grâce au caoutchouc, il a pu glisser. Ça c'est le caoutchouc. Il est là, lui. Voilà. Et je peux vous montrer le chef cascadeur qui nous avait fait la démo d'abord. Donc vous allez voir, donc ça c'était, voilà, le monstre était construit mais le décor n'était pas encore fini. And rolling. Regardez en bas, voilà. Voilà. Bonjour. Moi, ma question, en fait, c'est par rapport au ratio, en fait, que vous avez utilisé. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous vous êtes mis à tourner ces scènes un peu compliquées, vous vous êtes pas dit qu'un bon 4/3, pour gérer le bas et le haut, ça aurait été plus facile, ou est-ce que vous vous êtes toujours dit que le rectangle, donc je ne sais plus si vous êtes en 2,35, c'était un autre challenge? Alors là, en gros. Ou est-ce qu'à gauche et à droite, tout d'un coup, c'était un peu compliqué? Non, en fait, c'était beaucoup plus compliqué en 2,35 anamorphique réel, mais tellement plus beau. Donc c'était totalement assumé, on va dire que c'était un caprice. Mais pareil, ces 2 mois où j'ai écrit le scénario, je voulais tourner en 2,35, anamorphique vrai. Et il faut savoir que le scope, ça crée des énormes déformations, ce qui rend l'image justement très, très humaine, très analogique, le contraire d'un truc orthogonal, digital parfait.
ce qui est un casse-tête pour les effets. Mais voilà. Et donc oui, mais tu comprends, ton film c'est sur la verticalité. Ouais, mais en fait, moi j'ai dit que justement, la hauteur que je veux, je la prends. Et après, je suis encore plus large. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai abordé la chose. Ok, merci. D'autres questions dans le public? Oui. Bonjour, j'ai juste une petite question par rapport à la lumière, puisque du coup, en fait, sur une même scène, vous aviez deux plateaux, et du coup, vous deviez, à mon avis, faire deux éclairages qui se ressemblent, qui ont les mêmes cohérences, donc si vous pouviez détailler peut-être comment vous avez fait. Bah justement, c'est pour ça que les décors à double gravité ont la lumière incorporée au décor. Donc, attends, je vais prendre un truc. Hop. Voilà. Donc en fait, tout ça c'est vrai, et ça éclairait beaucoup. Et après, ce qu'on faisait, c'est qu'on reproduisait toujours en fluo, parce que là c'est des fluos qu'il y a dans les pare-planches, à peu près la même quantité de lumière dans la même géométrie. Comme ça, on était sûr de ne pas se tromper. Et surtout sur, voilà, ici, ça c'est des vraies tables lumineuses. Eux, ils sont vraiment éclairés par ces croix-là. Donc, grosso modo, on avait un éclairage. Alors, moi j'étais 20 ans chez FOP, hein, donc du coup, j'ai conçu dès le début les décors, ils étaient comme ça. La lumière était comme ça. Surtout pas de lumière directionnelle, ça aurait été un casse-tête, les ombres, un casse-tête chinois. Donc, une lumière très diffuse, mais surtout, et puis c'est ce que dans un monde à double gravité, c'est ce qu'on aurait fait, vu qu'il n'y a pas de plafonnier, c'est à chaque fois de par terre. Donc, forcément, le bas et l'éclairage du haut, et vice-versa. Donc du coup, voilà, avec une base comme ça, très diffuse et incorporée dans le décor, on ne pouvait pas se tromper. Donc là, concrètement, il y avait les croix qui éclairaient d'en bas, et puis en haut, des fluos, même quantité de lumière, on va dire. Donc il n'y a jamais eu de problème, en fait. Mais parce que, voilà, les décors étaient conçus pour, hein, parce que c'était sinon une galère monstre. Et on ne se rend pas compte, mais un petit dégradé sur un mur qui ne matche pas, on peut devenir fou. Quand on met les deux moitiés ensemble, vraiment. Hein, donc, c'est pour ça qu'on faisait pas des demi-murs. Quand on construisait nos demi-décors, on disait ok, sur celui-là, le mur il va jusqu'en haut, d'un côté, dans l'autre, on ne faisait pas deux demi-murs à matcher, ça aurait été impossible. Même si ça avait l'air pareil, non. Donc on fait un mur entier qui va du haut au bas, d'un côté, puis de l'autre côté, l'autre mur entier du haut au bas, complémentaire, mais pas moitié-moitié. Merci. Bonjour, ma question n'est pas technique, mais par rapport au script, je suis juste devant. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs versions du script, mais est-ce que la fin a toujours été la même dans toutes les versions, ou ça s'est décidé pour... La fin était un petit peu plus longue. Non, pas question de... c'est-à-dire le dénouement final, en gros. Le script final? Non. La fin du film. Non, la fin du film, justement, la fin du film a toujours été comme ça. Ah, ok. Ouais. Il y avait deux scènes, mais qui n'apportaient pas une nouvelle information. Il y avait deux scènes de plus dans cette scène finale. Ok, donc dès le départ, vous avez choisi de faire la fin heureuse. Ah oui. Oui, parce que oui. Voilà, j'ai pas envie de... On sait qu'on va tous mourir déjà, donc bon. Merci.